Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici pour parler de l'environnement. Et merci à la direction de l'AFA d'avoir eu l'idée et puis l'énergie pour promouvoir cette journée. Merci au ministère d'accueillir cette journée. Et donc sans plus attendre, on va passer dans le vif du sujet. Mon topo, c'est état des lieux et des connaissances. Donc c'est un sujet très vaste. Je vais essayer de tenir mon temps, mais je pense que je vais y arriver. Je vois que tu as peur, mais ça devrait aller. J'ai quelques conflits d'intérêts. Et je voudrais commencer par cette diapositive qui est issue d'un travail d'une très belle revue qui est paru il y a quelques années. Et on peut regarder d'abord la colonne de droite qui montre que l'augmentation, il s'agit ici des pays développés, hein. L'augmentation entre 2010 et 2030, c'est aux alentours de 200%. J'ai choisi deux pays, bon, on aurait pu en choisir d'autres. La France, vous voyez, près de 700 000 patients en 2030, à peu près 1% de la population. Et aux États-Unis, c'est 3 500 000 personnes, et on voit l'augmentation qui est très importante, que rien ne paraît pouvoir contenir. Voilà, donc ce sont des modèles, mais probablement qui sont proches de la réalité. Mais c'est aussi une question pour nous. Qu'avons-nous fait et qu'allons-nous faire pour contenir cette augmentation qui paraît inexorable? Alors, en fait, nous, on est la flèche du haut, les pays développés. Pour nous, cette histoire a commencé avec le siècle précédent, le XXe siècle. D'abord par l'émergence. La maladie de Crohn elle est décrite pour la première fois en 1918, vraiment par Burrill Crohn en 1937 ou 1938 au Mont Sinaï. Et puis ensuite, donc c'est la première phase, la phase d'émergence. La deuxième phase, c'est celle qui est au milieu, où on assiste à une augmentation de l'incidence, du nombre de nouveaux cas, et en même temps de la prévalence. Et puis la troisième phase, c'est celle que nous avons atteinte, compounding prevalence, ça veut dire qu'il y a une augmentation de la prévalence, du nombre de cas, mais que l'incidence reste stable. Et il faut s'attendre, dans les pays développés, aux alentours de 2050, à une stabilisation de la prévalence et de l'incidence. Donc on est, nous, dans la troisième phase, mais les pays nouvellement qui accèdent à l'industrialisation, comme la Chine et l'Inde, sont dans la deuxième phase, une phase d'accélération d'incidence et de prévalence. Et donc, il faut s'attendre chez eux, on ne l'a pas vu dans le tableau précédent, mais une augmentation très importante du nombre de cas à l'échelle mondiale. Et ces patients sont des malades qui sont candidats à des molécules coûteuses, qui vont à vie, à un suivi régulier. C'est donc un vrai sujet de préoccupation. Et la question qui est la question clé, c'est que peut-on faire pour diminuer ou contenir cette augmentation de la fréquence des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin? Je pense que c'est la question du jour. Et on ne connaît pas la cause des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est pas sûr qu'il n'y en ait pas. Tout récemment, il y a 2 ans, il y a eu un papier dans Science qui a complètement changé la donne dans la sclérose en plaques et qui a montré que le virus d'Epstein-Barr était probablement le facteur causal dans la sclérose en plaques. Mais j'ai enlevé les diapositives parce que, etc., etc. Donc, on ne connaît pas la cause de la maladie de Crohn, mais on connaît des facteurs de risque, et il y a des facteurs de risque puissants qui sont sans doute à l'œuvre derrière une telle augmentation rapide de l'incidence et de la prévalence à l'échelle mondiale. Alors ces facteurs, on va les voir, c'est la tâche qui m'a été attribuée. Mais avant de faire ça, il y a donc, vous l'avez évoqué, les études chez les migrants sont importantes parce qu'elles permettent de faire la part des facteurs d'environnement et de s'affranchir de la part génétique. Par exemple, cette étude qui a été faite, vous voyez, quand on s'intéresse à l'environnement, on s'intéresse à la géographie. Chez les Hmong et les Karen, donc en Thaïlande, puis la première génération d'immigrants aux États-Unis, la deuxième génération d'immigrants aux États-Unis, et les contrôles. Et donc ces personnes ont fait l'objet d'études phénotypiques et aussi d'études du microbiote. Et ce que l'on voit, c'est que, vous voyez, la grande diversité microbienne et la prédominance des enzymes dégradant les fibres chez les Karen et les Hmong qui vivent en Thaïlande, et puis une baisse tendancielle de la diversité du microbiome intestinal chez les nouveaux arrivants, puis ceux qui sont un peu plus présents depuis plus longtemps, pour arriver à une diversité microbienne qui est nettement diminuée chez les Européens ou les Américains.
Et puis, en même temps, une augmentation du BMI et une augmentation des souches de bactéroïdes. Il y a beaucoup d'études sur les migrants, mais j'ai bien aimé celle-ci parce qu'elle introduit bien le thème des facteurs d'environnement. Alors, j'ai fait pour ça deux catégories, les facteurs non diététiques et les facteurs diététiques. Sur les facteurs non diététiques, vous voyez Crohn, RCH, en vert, ceux qui sont associés à un risque plus faible, et en rouge, ceux qui sont associés à un risque plus élevé. Et le code, donc, c'est plus c'est gras, plus c'est gros, plus le niveau de preuve est élevé. Par exemple, pour le tabac, vous le savez, il y a plusieurs méta-analyses et les données sont très ou relativement concordantes. Pour l'appendicectomie, ou plutôt peut-être l'appendicite, et avant 20 ans, il y a aussi des données qui sont extrêmement concordantes. Pour le reste, ce sont des données qui proviennent d'une, peut-être quelques-unes études qui sont un peu moins concordantes, mais qui ont quand même leur importance. Alors on a évoqué, je vous laisse quelques secondes pour lire cette diapositive, on n'est quand même pas aux pièces. Donc voilà, ce n'est pas la peine de commenter, il y a beaucoup de choses sur cette diapositive, les références correspondantes. Le fait de vivre avec des animaux, avec un effet différentiel selon le type d'animal. Voilà par exemple des données qui sont issues de la Nurse Health Study Cohort. C'est une étude nord-américaine qui est basée donc aux États-Unis, où ce sont des infirmières qui sont suivies prospectivement. Au départ, elles sont en bonne santé, et puis au fil du temps, elles vont développer des maladies, cancer du côlon, cancer du sein, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et on peut étudier donc dans cette cohorte les facteurs d'environnement prémorbides, c'est-à-dire avant que la maladie arrive, et ce point est crucial parce qu'il permet de se débarrasser de beaucoup de biais de causalité inverse, de biais de remémoration, etc. Et vous voyez dans les deux, et en particulier dans la dernière ligne, lorsqu'on fait donc un modèle multi-ajusté, et à droite le P4Trend, qui est significatif à 0,02, on voit ici 1 pour le lowest, 0,74, 0,88, et puis 0,64 pour le highest, qui signifie qu'il y a 40% de risque en moins chez les personnes qui ont une activité physique soutenue, avec un effet dose-réponse qui est significatif par le P4Trend. Donc une protection vis-à-vis de la maladie de Crohn chez les personnes qui ont une activité physique soutenue. Un autre type d'études sont des études de type exposome. Celle-ci a été conduite donc par l'équipe de New York, Jean-Fred Colombel, à partir du DOTS, c'est-à-dire des sérums congelés des conscrits américains, dont certains vont présenter des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, mais qui permettent d'avoir accès donc à du sérum prémorbide et de détecter toutes sortes de choses, des anticorps, des anomalies de la glycosylation des immunoglobulines, mais aussi de doser des polluants, et en particulier les polluants éternels, les PFAS par exemple, où vous voyez que donc c'est une étude qui est nettement plus petite. Dans la précédente diapositive, c'était à l'échelle de plusieurs centaines de milliers de volontaires sains. Là, c'est 25 patients avec maladie de Crohn, 25 patients avec rectocolite hémorragique et 25 témoins, mais avec 4 sérums, donc 6 à 10 ans, 4 ans, 2 ans, et puis juste dans l'année qui a précédé le diagnostic. Et vous voyez que pour ces PFAS, il y a une augmentation significative du taux de PFAS dans le sang, dans la maladie de Crohn et dans la rectocolite hémorragique. C'est quelque chose qui n'a pas été observé avec d'autres polluants, comme par exemple les pesticides. Là, c'est une étude d'une méthodologie différente, c'est une étude de type exposome. Alors, encore une fois, le groupe de New York a fait toute une revue générale sur le sujet que je vous recommande de lire et qui fait le point sur le rôle des polluants environnementaux dans le risque d'apparition des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et vous voyez que ça concerne les métaux lourds, la pollution, les polluants aériens, les PFAS, les pesticides. Et ces études qui donnent des résultats relativement pas toujours concordants ont été effectuées à partir d'études de type exposome. On en a parlé pour le PFAS, pour les pesticides, il y en a d'autres, mais aussi des études de corrélation géographique. Et je crois qu'il y a un exposé qui est consacré à cela aujourd'hui dans la matinée même. Le seul outlier, c'est le zinc, et on va peut-être en dire un petit mot juste après. Alors à côté de ça, donc, il y a
beaucoup d'études qui ont été effectuées sur l'alimentation. Et pour nous, c'est un travail qui a commencé il y a déjà bien longtemps. C'était à Besançon. Et au passage, je salue l'équipe de santé publique de Besançon, Fred Moni. Il y avait aussi à l'époque Jean-François Viel, un chercheur extrêmement courageux dans le domaine de l'environnement, Hubert Allemand, Elisabeth Monet. Donc, je n'ai pas oublié le temps que j'ai passé là-bas. Et donc, ça a commencé comme ça, avec une idée toute simple. On s'est en fait un petit peu collé à l'étude 3N, qui est une étude française de cohorte très proche dans sa conception de l'étude du NHS qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont des personnes en bonne santé. En France, ce sont des femmes enseignantes qui ont un questionnaire alimentaire extrêmement détaillé, un FFQ, qui fait, disons, plusieurs dizaines de pages, qui vont remplir des questionnaires et qui vont développer ou pas une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Voilà le premier article qu'on a publié sur la question. C'était un des tout premiers dans ce champ de connaissances en 2010. Vous voyez que donc, ce sont des personnes qui ont eu un questionnaire alimentaire et qui vont développer ou pas des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin incidentes. Puis après, on a formé un groupe au sein du consortium européen EPIC qui concerne à peu près 500 000 personnes dans différents pays d'Europe, et on a pu donc étudier l'impact de l'apport alimentaire sur le risque de développer une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. L'avant-dernier article qui a été consacré par notre groupe à cette question concerne le Nutri-Score, que tout le monde connaît, qui est utilisé par beaucoup de pays en Europe, la France, mais pas l'Italie encore, à cause de la pression de certains lobbies industriels. On en parle beaucoup, on l'utilise beaucoup. En gros, c'est une soustraction entre le bon et le mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'énergie, la graisse saturée, le sucre, le sodium. Et ce qui est bon, c'est tout ce qui est fruits, légumes, graines, les fibres et les protéines. Et donc, pour chacun, vous avez donc des points. Et donc, plus le Nutri-Score est élevé, plus l'alimentation est mauvaise. Voilà en gros comment on calcule le Nutri-Score. Vous voyez ici quelques exemples. Ce n'est pas la peine de s'arrêter là-dessus. Et vous voyez ce qu'on a pu montrer, donc une augmentation du risque de maladie de Crohn avec des Nutri-Score élevés, alors que la courbe est absolument plate avec la rectocolite hémorragique. On note au passage que pour le modèle multi-ajusté, l'augmentation du risque dans le 4e quartile est de 2. C'est donc une augmentation très importante dans le champ de l'épidémiologie nutritionnelle. On atteint rarement des niveaux aussi élevés. Et bien sûr, le P-trend est positif. Enfin, il est significatif plutôt. Alors, on va passer là-dessus. Un autre travail auquel on s'est attelé, c'est par exemple la classification NOVA, que vous connaissez tous, avec l'aliment ultra transformé, un travail qu'on a fait à EPIC. Et puis, on a pu faire une méta-analyse avec les autres groupes qui travaillent sur le sujet, en particulier l'étude PURE, qui est menée par Narula, qui est une des rares études de ce type qui est multinationale et qui concerne des pays développés et des pays en voie de développement. Ananta Krishnan, qui est à la tête de la cohorte NHS. Et on a pu faire une méta-analyse qui a montré, c'est une des rares méta-analyses sur le sujet à ce jour, qui a montré une augmentation du risque de maladie de Crohn avec la consommation d'aliments ultra transformés et une diminution du risque d'acquérir la maladie de Crohn avec la consommation d'aliments non ou peu transformés, rien sur la rectocolite hémorragique. Alors, maintenant, si on a vu un petit peu on a regardé un peu comment ça marchait dans le moteur, comment sont conçues ces études. Je pense que vous avez en tête Exposome versus études prospectives fondées sur des suivis de volontaires sains. On a tout un set donc de résultats sur des aliments et des nutriments associés à une diminution ou à une augmentation du risque de MICI dans les cohortes prospectives de volontaires sains. C'est le même code que tout à l'heure, à la fois pour la couleur et pour la taille, qui est proportionnel donc, au niveau de preuve et à la concordance des données. Voilà pour les aliments et les nutriments. Et voilà pour les profils alimentaires. Et vous voyez qu'il y a beaucoup plus, il y a des résultats nettement plus concordants et de meilleure qualité, en tout cas d'une plus grande reproductibilité avec les profils alimentaires par rapport aux nutriments et aux aliments pris isolément. On ne mange pas des aliments et encore moins des nutriments, mais plutôt des aliments, des profils alimentaires avec les aliments qui sont liés entre eux et qui peuvent avoir des interactions les uns avec les autres.
Et donc, c'est ce qui ressort de cette diapositive, les aliments non transformés, régime anti-inflammatoire. Je salue au passage Aurélien Amiot qui est là, qui a eu un article qui a été accepté il y a quelques jours sur le régime anti-inflammatoire, avec des données qui sont vraiment très concordantes entre l'étude multinationale pure, les données du NHS aux États-Unis et la nôtre. Les aliments de haute qualité, on a vu le Nutri-Score et le régime méditerranéen. C'est un sujet un peu difficile, le régime méditerranéen, mais dans l'ensemble, on peut conclure à une bonne concordance. Et puis, les aliments ultra transformés. Alors, le régime anti-inflammatoire, il faut savoir que ce régime est fondé sur des données qui ont été faites chez des volontaires, où vous avez des corrélations entre le type d'aliment et le niveau d'inflammation systémique dans le sérum. Vous voyez par exemple que les graisses, en général, le cholestérol, sont associés à un profil plutôt pro-inflammatoire, alors que les vitamines et l'alcool aussi sont associés à un profil plutôt anti-inflammatoire. C'est ça le régime anti-inflammatoire ou pro-inflammatoire. Il y a aussi des données qui sont très importantes, à mon avis. Ce sont des données qui ont été obtenues chez les enfants et les femmes enceintes, qui ont été toutes publiées l'année passée, en fait en 2024, et qui proviennent de 2 cohortes scandinaves, norvégiennes et suédoises, où ce sont des enfants qui ont eu un interrogatoire alimentaire dans la première année de vie et qui ont été suivis pendant 16-17 ans. Et on a pu donc établir, ce groupe-là, que sur plus de 80 000 enfants, des corrélations entre l'alimentation au plus jeune âge et puis le risque de développer une maladie de Crohn pédiatrique. Vous voyez qu'à 1 an, il y a un risque diminué chez les enfants qui ont reçu une alimentation de haute qualité, riche en poissons et en légumes. Pour l'allaitement maternel, Manasseh Agrawal de New York a fait une étude à partir de ces mêmes données, de ces mêmes cohortes, qui ne conclut pas à un rôle de l'allaitement maternel sur le risque de développer une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, contrairement à ce qui a été observé dans toutes les études précédentes, mais qui sont des études cas témoins rétrospectives. Vous interrogez une personne sur « avez-vous été allaité ou pas ?», où là, il y a un biais de remémoration qui est important. Mais dans les études prospectives, et c'est là l'intérêt d'avoir des études prospectives chez des volontaires sains, la responsabilité de l'allaitement maternel a pu être écartée. Dans la rectocolite hémorragique, la consommation de poissons à 1 et 3 ans et la diversité alimentaire pendant la grossesse et un risque plus élevé de MICI pour les boissons sucrées dans l'enfance. Ces études sont importantes parce qu'elles abolissent totalement la possibilité d'une causalité inverse. Donc dans la construction du puzzle de la causalité, elles sont importantes. Alors en résumé, donc, les études de cohorte prospective montrent des associations entre les nutriments, les aliments, les profils alimentaires et les MICI, principalement la maladie de Crohn. Il y a vraiment beaucoup moins de choses avec la rectocolite hémorragique. Il y a des données donc expérimentales et puis ou translationnelles qui montrent, qui permettent de relier ces données épidémiologiques avec l'inflammation intestinale. Les fibres d'abord sont transformées en acides gras à chaîne courte, short chain fatty acid, SCFA. Et il y a donc par exemple, dans cette revue qui est très, très bien faite, tout un énorme set de data sur le rôle des short-chain fatty acids sur l'épithélium, mais aussi sur la différenciation des cellules immunitaires, et ceci par la liaison avec les GPR 43, 41 et 109A. Des données aussi sur la différenciation extrathymique des Treg, donc beaucoup de choses là-dessus qui ont été faites aussi sur la production d'IgA par le tube digestif chez les animaux et même chez les humains qui ont une charge élevée en fibres. Un point qui est quand même assez important, me semble-t-il, et je vais prendre 2 minutes pour développer cette thématique, c'est l'inégalité en fait qu'il y a et la différence qu'il y a selon les personnes face à un régime riche en fibres. Voilà une étude qui a été faite chez des volontaires sains qui ont été tirés au sort pour avoir un régime riche en fibres ou riche en produits fermentés. Et vous voyez en bas que ceux qui ont eu le régime riche en fibres ont bel et bien augmenté leur rapport en fibres. C'est pareil pour ceux qui ont été tirés au sort pour recevoir des produits fermentés. Et ce que l'on voit, c'est que la réponse aux fibres, en termes de réponse immunitaire, est différente selon que les personnes ont au départ un état inflammatoire ou un état de tolérance immunitaire. Ceux qui ont un état plutôt pro-inflammatoire vont augmenter leur inflammation systémique,
alors que ceux qui ont un état plutôt de tolérance immunitaire vont encore diminuer leur niveau d'inflammation systémique et intestinale. Donc il y a une réponse différenciée à l'apport en fibres, et ceci est important dans une optique de prévention et de traitement. Et il n'en est pas du tout de même avec les produits fermentés, où là, invariablement, on a observé dans cette cohorte de patients tirés au sort une diminution des marqueurs inflammatoires. Voilà le résumé, donc le graphical abstract de cette étude importante, me semble-t-il. Il y a aussi des données expérimentales importantes sur tout ce qui concerne les additifs alimentaires. Et je vous renvoie, sans passer trop de temps là-dessus, à la revue générale qui a été faite par Benoît Chassin et James Lindsay, qui est parue l'année dernière, et qui montre en particulier pour les émulsifiants un rôle très délétère sur l'homéostasie intestinale, mais pareil pour les colorants, les nanoparticules et les édulcorants. Deuxième volet donc, de la démonstration, des études expérimentales documentent le rôle de facteurs alimentaires favorables, c'est le cas des fibres, ou défavorables, les additifs alimentaires, sur l'homéostasie intestinale et l'inflammation. Le troisième élément du raisonnement, parce qu'on n'a pas à ce stade d'études interventionnelles qui montrent que l'on peut prévenir la survenue de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin par l'adoption d'un régime ou d'un lifestyle, d'un mode de vie adéquat, mais on a des données sur la diminution d'activité des personnes qui ont une maladie de Crohn établie en modifiant leur mode de vie et en particulier leur alimentation. Alors il y a beaucoup d'études dans ce domaine, mais à mon sens, un seul essai randomisé, c'est celui donc, du CDED, où vous voyez des enfants ont été tirés au sort pour recevoir soit une alimentation entérale exclusive, soit une alimentation entérale associée à un régime d'exclusion, avec une meilleure tolérance au départ, mais aussi, après la 6e semaine, une meilleure efficacité chez les enfants qui ont continué le CDED par rapport à ceux qui ont repris un régime habituel, ce qui est un élément en faveur donc, de l'efficacité d'un régime d'exclusion sur les symptômes des enfants qui ont une maladie de Crohn. Les symptômes, mais comme vous le savez, la maladie de Crohn est une maladie de l'intestin et on n'a pas de données sur les lésions intestinales. Et c'est l'objectif de cet essai multicentrique international qui a débuté et qui inclut des malades à l'heure actuelle. C'est l'objectif de voir si ce CDED cicatrise les lésions intestinales. C'est un essai randomisé versus budésonide ou corticoïde avec une évaluation de la réponse sur la pancapsule de Crohn. Troisième élément de la démonstration, la nutrition entérale exclusive et le CDED améliorent les symptômes et l'inflammation intestinale des patients atteints de maladie de Crohn. Voilà ce qu'on a à l'heure actuelle sur les connaissances le lien entre l'environnement et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Mais revenons, après avoir fait ce rapide tour d'horizon qui n'est pas du tout exhaustif, revenons à la diapositive du début et peut-être interrogeons-nous sur ce que nous avons fait, sur ce que nous n'avons pas fait à l'heure actuelle pour empêcher cette inexorable montée des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On ne connaît pas la cause encore une fois, mais on a suffisamment d'éléments dans la littérature avec des éléments concordants qui montrent l'intervention des facteurs d'environnement et notamment des facteurs diététiques dans la genèse des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc voilà, je pense que le moment est venu d'agir. Et je voudrais, pour finir, saluer tous ceux qui ont contribué à ces résultats, depuis le début avec Prévost, qui était donc pédiatre au CHU de Besançon, et puis l'équipe de Bicêtre, et aussi à Marie-Christine Boutron, qui a beaucoup contribué à tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. On ne va pas avoir beaucoup de temps pour les questions. Est-ce que peut-être est-ce qu'il y a une question brûlante? Oui. S'il vous plaît. Pour le Skyrizi, je voulais savoir est-ce qu'il y a des efforts qui ont été faits pour qu'il soit prescrit aux patients qui ont la maladie de Crohn et qui sont en échec thérapeutique? C'est pas tout à fait le sujet.
pense. Mais le Skyrizi, tout le monde l'attend. Actuellement, il est impossible de le prescrire chez des nouveaux malades. Voilà. Mais on l'attend tous. Une question. Bonjour, oui, est-ce que vous avez une idée de pourquoi les résultats sont si peu importants pour la RCH au niveau de l'environnement? À chaque fois, on avait Crohn qui avait beaucoup de points positifs, points négatifs, alors qu'en RCH, très peu de résultats. Non, il n'y a pas d'explication très claire. C'est une très bonne question. De manière générale, il y a beaucoup moins, par exemple, de marqueurs avant que la RCH ne survienne. Il y a un seul marqueur, à mon avis, c'est l'alpha-V bêta-6, alors qu'il y a une myriade de biomarqueurs avant la maladie de Crohn. Beaucoup moins de facteurs d'environnement qui sont associés à la RCH, peut-être les graisses N-3, et encore, il y a beaucoup de données contradictoires. Non, je n'ai pas d'explication très claire à ce truc-là. C'est quelque chose qui est... La RCH, pour moi, c'est une maladie qui est beaucoup plus proche de la maladie auto-immune, une maladie auto-immune que la maladie de Crohn. Oui, question très pratique, légumes frais, légumes congelés. Alors, ou saisonnalité. Là encore, très bonne question. L'alimentation, c'est très très riche, c'est très très difficile à étudier parce que il y a les aliments, les nutriments, les profils alimentaires, la façon de les cuisiner, dans quel contenant on les conserve et on les cuit. Le bio, une pomme bio, une pomme non bio. Le tabac bio, par exemple, est-ce que c'est bon le tabac bio? Non, non. Avec ce qu'on a, on ne peut pas aller à ce niveau de granularité. En complément de la réponse, dans le régime CDED, les aliments congelés ne sont pas autorisés. Mais c'est un régime qui a été conçu, qui a une part d'arbitraire aussi, il ne faut pas le nier. Voilà ce qu'on peut dire. Mais le niveau de granularité qu'on peut avoir sur les aliments n'est pas absolu. Mais mieux vaut des légumes congelés que pas de légumes du tout. C'est important. Franck, merci beaucoup. On a l'impression qu'à chaque fois, on regarde les choses de façon individuelle, que ce soit dans la littérature ou dans les présentations. Est-ce qu'il y a des données sur la combinaison de différents facteurs? Parce que chaque fois, on parle des pesticides, des PFAS, de l'alimentation, etc. Mais est-ce qu'on a des données sur ça, la combinaison d'éléments? Non, je ne crois pas. Ce qu'on peut regarder, enfin, vue d'avion, si tu veux, par exemple, si on regarde la première et la deuxième partie, les polluants et les aliments, ça ne matche pas très bien. Parce que les pesticides, il y en a énormément dans les fruits et légumes, comme tu le sais. Les nanoparticules, il y en a pas mal aussi dans les fruits et légumes. Les métaux lourds, il y en a beaucoup dans le poisson, plutôt neutre, et peut-être un rôle favorable pour les poissons gras. Donc ça ne matche pas tellement, mais peut-être que, si tu veux, d'avoir des fruits et légumes bio sans pesticides, c'est encore mieux que d'avoir des légumes bio qui ont été aspergés de... Et ça rend peut-être aussi compte de la diversité des résultats qui sont observés des deux côtés de l'Atlantique, parce que les mêmes aliments ne font pas l'objet du même traitement, en particulier en termes de pesticides. Donc, à mon avis, ces facteurs se combinent, tu vois, et ils s'additionnent. Petite question rapide. Pour la différence de résultats entre RCH et Crohn, est-ce qu'il y a autant d'études de faites sur les deux maladies? Oui, autant d'études faites sur les deux maladies, mais pourtant pas du tout beaucoup moins de résultats positifs avec la RCH qu'avec la maladie de Crohn. Et j'avais une autre question par Juste rapport pour rebondir là-dessus, une question intermédiaire. Tu sais, sur les études de migrants, oui. Est-ce que le signal est le même entre Crohn et RCH? Oui. Identique? Oui, oui. Okay. Il est même plus significatif pour la rectocolite hémorragique que... En termes de timing, c'est-à-dire en termes de précocité de l'apparition de la maladie après la migration, est-ce que le signal est identique? Il me semblait que il y avait une différence de timing qui pourrait peut-être jouer un rôle aussi dans cette plus grande difficulté à voir le signal dans la RCH. Alors, la différence de timing, si tu veux, quand un pays accède au développement, il a d'abord la rectocolite et ensuite la maladie de Crohn, oui, avec une dizaine d'années d'écart. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit dans les pays développés. Mais pour ce qui est des études chez les migrants, j'ai en tête par exemple une très très belle étude qui a été faite à Londres, pour laquelle le signal était identique et c'était la même période, si tu veux. Il y a une deuxième question. Notre question, c'était par rapport à l'alimentation infantile. Vous aviez précisé que les boissons sucrées étaient un facteur négatif. Est-ce que l'alimentation sucrée
solide, mais sucrée, a le même effet ou bien ça n'avait pas été vérifié ou c'est... Pas dans ce travail. Non, non. Pas dans ce travail. Ce que j'ai mis sur le tableau, c'était tous les résultats significatifs. Je n'ai pas fait figurer tous les résultats non significatifs, parce qu'il y avait déjà beaucoup à dire. Allez, Dernière question. Par rapport à ce qui vient d'être montré sur la différence des retours entre maladie de Crohn et rectocolite hémorragique, est-ce que, parce que c'est une question qui nous est beaucoup posée par les malades, est-ce que ça témoignerait du fait que ce sont bien deux maladies finalement différentes, en tous les cas dans leur facteur de causalité, ou est-ce que c'est aller un peu trop vite en besogne ? Non, 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 c'est tout à fait vrai. Ce sont deux maladies qui sont très différentes. Et comme toujours, quand vous avez des ensembles, vous avez un overlap. Et donc, il y a davantage d'overlap entre la maladie de Crohn colique et la rectocolite hémorragique qu'il n'y en a entre la maladie de Crohn iléale et la rectocolite hémorragique. Merci beaucoup, Franck. Ouais.